Ma légende de cette semaine, c'est l'expert des sorties de zone. Il a sorti de sa zone plusieurs fois dans sa vie et ça l'a toujours amené plus loin et plus en cohérence. Et aujourd'hui, il dit « Je suis heureux, la vie goûte bon ». Je vous le présente, je vous laisse vous inspirer à vivre votre légende, Daniel Blouin. Daniel Blouin, bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Bienvenue. Merci Et de l'invitation. Merci d'être ma légende d'aujourd'hui. Première fois que je suis une légende. Hein, quand même. Et tu dis que c'est la première fois, mais je dirais que toutes les actions que tu as posées au fil du temps font de toi une légende vivante. Puis. C'est peut-être gros de dire ça, mais ouais, mais je comprends. Non, Ouais, c'est pas. Prends-le parce que c'est vrai, mais pour être certain que les gens comprennent bien puis sachent qui tu es. Daniel, tu es un gars de où, pour commencer? Moi, je suis un gars de Québec. J'ai fait un bac en marketing, en administration à l'Université Laval. Okay. Après ça, tout de suite, pendant mon bac, je suis parti un an en tournée mondiale dans un groupe américain. J'ai fait ça pendant un an complet. J'ai joué de la musique, j'ai animé. Et je suis revenu finir mon bac à Québec et je suis devenu tout de suite après producteur de disques chez Donald K. Donald, oui. Qui s'appelle maintenant Evenco. L'ancien Donald est devenu Evenco aujourd'hui. C'était le plus grand producteur de spectacles à l'époque, oui. Internationaux. Il y avait une compagnie de disques. Moi, j'étais producteur de disques pour lui. Après ça, je suis déménagé à Québec, redéménagé à Québec parce que j'étais allé à Montréal vers l'âge de 28 ans. Et j'ai cofondé avec mon associé, Mercure Communication, spécialisé dans la promotion de grandes vedettes, de passage à Québec. Colisée de Québec, Saint-Albert Rousseau, okay. Humoriste, chanteur de Céline Dion, Cirque du Soleil. Et avant, comme producteur de disques, moi, je produisais des Kevin Parent, Marie-Chantal Toupin, Annie Brocoli, France d'Amour, Nicolas Ciccone, entre autres. Donc, j'ai beaucoup baigné dans le showbiz, musique, un peu plus humour dans les dernières années avec ma compagnie ici à Québec. Et il y a 4 ans, j'ai quitté ça parce que ça ne m'allumait plus, ça ne m'intéressait plus. Mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. J'avais 3 grands-enfants, 2 chars à payer, une hypothèque. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça, mais je le sentais plus. Je n'étais plus enthousiaste. Tu le sens, ça. Tout le temps je l'ai fait ça quelques fois. Là. Je ne suis pas rentré dans les détails de mes changements de vie. Oui, bon, on va y revenir. Donc, il y a 4 ans, moi, j'ai changé complètement de carrière. Mais j'avais aucune idée vers quoi je m'en allais. Là, je suis devenu auteur, conférencier, beaucoup dans la psychologie, développement personnel et tout ça. Okay. Présentement, c'est ce que je fais. Là. C'est ce que tu fais, là. Ouais. On va le dire déjà, j'ai les livres avec moi. Auteur, sortie de zone. Tu es vraiment le spécialiste des sorties de zone. Maintenant. Maintenant. Puis, ça, c'est le petit nouveau. Hein, entrée de zone, oui. Entrée de zone. On voit que sortie de zone, c'est là. C'est 0 km. Quand tu sors de l'autoroute, tu empruntes le petit chemin de gravel de campagne qui est sinueux. Que tu découvres plein de beaux paysages que tu n'as jamais vus de ta vie, mais tu rentres sur l'autoroute, mais tu ne sais pas quand. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Kilomètres de l'autre bord. À un moment donné, tu rentres sur l'autoroute de ta vie, dans une nouvelle zone de confort, où tu ne repenses plus vraiment, où c'est facile. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute, tu te laisses aller, tu suis le monde en avant. Puis... Moi, j'ai réalisé que la vie, c'est une succession continue de sorties de zone, d'entrée de zone, sortie de zone, entrée non-stop. C'est non-stop. Et ça dure... Le chemin sur l'autoroute peut durer 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, personnel, professionnel. Mais ça, c'est pas tout. Il n'y a pas rien de cérébral là-dedans. Là. Tu le sens. Tu le sens. C'est soit que tu l'assumes, ou soit que tu fais semblant que ça n'existe pas, puis que tu résistes au changement, puis que tu commences à t'éteindre. Ouais. Et que tu développes des symptômes psychologiques, physiques, comme moi, je n'ai eu. Là. Mais c'est ça. On peut rentrer dans le détail de ça, si tu veux. Ouais. Bien, en fait, tu es devenu le spécialiste, justement, tu as écrit ces livres-là. Je connais un peu ton histoire, puis j'aimerais ça que tu la racontes. Parce qu'aujourd'hui, ça t'amène, tu dis, j'ai tout lâché il y a 4 ans, je suis conférencier, c'est international même. Hein? Ça t'a amené... Non, je me promène pas mal. C'est complètement fou, les dernières places là, que tu as faites. Polynésie française. Oui, c'est pas loin de l'Australie. C'est un peu fou. Et jamais tu avais ça dans ton plan de match ou dans tes objectifs. Jamais que je pensais j'irai un jour à Bora Bora, puis là, j'arrive d'une tournée de conférences. C'est complètement surréel, pour moi, là, dans ma vie à moi. Okay. Mais c'est ce qui arrive. Quand tu marches vers la bonne place, vers ce que tu sens que tu dois faire, mais que tu as la chienne de faire, tu as peur, parce qu'on a toujours peur.
puis qu'on essaie de comprendre, mais on n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. Pour de vrai, je suis convaincu qu'on n'est cérébralement pas assez intelligent pour comprendre pourquoi on sent ce qu'on sent, puis qu'on veut faire ce qu'on veut faire. Ça s'explique pas. Pas plus que pourquoi on marche sur une boule. On marche sur une boule qui tourne autour de d'autres boules. Il n'y a pas plus rien à comprendre là-dedans. Il y a peut-être de quoi comprendre, mais on n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. On ne sera peut-être jamais assez, je ne sais pas. Ça me fait tout le temps penser à, puis ça j'en parle, mon Dieu, je le cite. C'est Albert Jacquard ou Hubert Reeve, un des deux scientifiques. Là. Il y en a un qui a dit le poisson le plus intelligent de l'océan ne sera jamais assez intelligent pour expliquer aux autres poissons que c'est qu'il y a au-dessus de l'eau. Puis il dit c'est comme le plus intelligent des humains ne sera jamais assez intelligent pour expliquer aux autres humains que c'est qu'il y a au-dessus. Einstein ne savait pas plus pourquoi on marchait sur une boule. T'as bien beau être bien intelligent, expliquer bien des affaires, mais ça, tu le sauras peut-être jamais. Tu ne le sauras peut-être jamais. Fait que nos poussées de vie, c'est un peu la même affaire. T'sais. Pourquoi certains trippent sur l'immobilier, d'autres trippent sur des milliers d'affaires qui, moi, qui ne m'intéressent pas du tout. Hein. Il y a du monde que ça passionne dans la vie. Pourquoi? On s'en fout. C'est la vie. Là, chacun est appelé à faire ce qu'il sent qu'il doit faire, puis on ne comprend pas ça. Hein. Il n'y a rien de cérébral là-dedans. Là. Ça, c'est du ressenti. Donc, mes sorties de zone, c'est toujours relié à ça. Là, Mais est-ce que tu as toujours été ce gars-là? Oui, je pense que oui. Oui, j'ai tout le temps pensé de même, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Moi, je pensais que tout le monde pensait de même. Puis moi, j'ai réalisé ça à 41 ans, il y a 4 ans. D'où l'idée de mon livre. Moi, c'était une révélation. Quand j'ai vu mon parcours, avec le recul, quand j'ai regardé ce que j'avais fait dans la vie, moi, je me suis dit, wow, les meilleurs moves, les meilleures décisions de toute ma vie, là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vie goûte bon, mes highlights de vie, là, mes faits saillants de vie, c'est quand je sentais que quelque chose m'allumait beaucoup, m'enthousiasmait beaucoup, je le sentais. Là. Puis, automatiquement, j'avais la chienne. Automatiquement, c'était automatique tout le temps. Je comprenais pas. Je n'étais pas assez intelligent pour comprendre, puis pas plus aujourd'hui. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais j'avançais pareil vers là. Je me disais pas, la vie m'envoie j'ai peur, la vie m'envoie un message. C'est pas parce que ça, c'est une des plus grosses erreurs à faire. T'sais, on dit, écoute-toi. OK, je m'écoute, j'ai peur. Donc, ça faut dire, il ne faut pas que je fasse ça, j'ai peur, je m'écoute. Non, mais ça, c'est automatique, directement proportionnel par en arrière. Moi, j'ai réalisé que quand je voulais avancer un peu, j'avais peur un peu. Je voulais avancer beaucoup, j'avais peur beaucoup. Mais c'est pas, ça, c'était pas. Il fallait pas suivre ça, ça ne sert à rien. Et j'avançais pareil. Je réalisais peu importe ce que je voulais réaliser dans la vie. Puis il y a une palette de couleurs là-dedans, n'importe quoi. Et tout de suite, je réalisais que c'était difficile. Avec le recul, je le vois. Là. Tout de suite, quand je sortais de mon trou, là, de ma fosse, de ma zone, c'était difficile. Je me mettais la vie d'en face. J'étais dans le courant. Je compare souvent ça au saumon qui sort de son trou. Là. Il se met la vie d'en face, puis c'est là que ça prend du jus, de l'énergie, de la confiance. Puis à la limite, je dis de la foi que tu marches vers la bonne place, mais c'est tough. Puis c'est là que nous, les humains qui se mettons à réfléchir, très cérébral, on pense, parce qu'on glorifie beaucoup le cérébral, c'est là qu'on se met à douter, puis là, on se dit, ouais, ben là, ça n'a pas rapport, là, c'est bien trop difficile. Là. C'est la vie d'où m'envoyer un message. Regarde, vois-tu, c'est difficile, donc tu ne devrais pas faire ça. Là. Mais j'ai réalisé que je sentais tout le temps que je marchais vers la bonne place, même si c'était difficile, j'avais la chienne, puis je doutais. Mais à un moment donné, j'atteignais un point de bascule. Un point de bascule qui, une fois passé, là, on appelle ça la magie, la synchronicité, toutes les planètes qui s'alignent. Mais c'est tout de suite après ça que les planètes s'alignaient. Puis ça a été de même. Moi, ma révélation, c'est que ça n'a pas été de même. J'ai pas fait ça une fois. J'ai fait ça quelques fois dans ma vie. C'était tout le temps le même processus. Okay. Quand je réussissais à me rendre jusqu'au point de bascule, là, ça se passait. Puis c'était incroyable. Souvent, c'était incroyable ce qui se passait. En tout cas, dans ma vie à moi. Que je ne pouvais pas prédire. C'était impossible. C'était pas un plan quinquennal de carrière ou de... impossible à prédire. Je sentais qu'il fallait que je marche vers là. Puis quand je marchais vers là, puis je passais le point de bascule, je me disais, wow, c'était une révélation. Je me dis, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fait qu'il faut que je dise ça aux jeunes. Moi, je pense aux jeunes. C'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Puis je pense beaucoup aux jeunes quand j'écris ça. OK. Mais en même temps, Daniel, depuis que tu l'écris, tu es en contact, il y a des gens qui doivent venir te voir. Puis est-ce que ce que tu as appliqué pour toi, tu sens que c'est quelque chose qui peut s'appliquer pour tout le monde? Absolument. Oui? Absolument. Oui. Je veux dire, on a tous et toutes quelque chose qui nous allume dans la vie. C'est sûr. Des fois, je l'entends, ouais, mais moi, il n'y a rien que j'aime. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, tu creuses un peu. Ah, tu aimes ça, t'aimes ça. Tu t'oublies que ça, t'aimes ça, là, parce que c'est trop une évidence pour toi. Okay. Mais il y a des affaires qui nous allument, et on les fait, et à un moment donné, la vie, c'est de même. À un moment donné,
tu sens que tu t'éteins. Parce que le bonheur, ce qui fait que ta vie goûte bon, c'est pas de tourner en rond dans ta fauche comme un poisson rouge. C'est pas ça. C'est la progression. C'est d'avancer, c'est de grandir. Puis ça fait mal, ça, grandir. C'est inconfortable et c'est difficile. Mais c'est ça qui fait que tu évolues dans la vie, puis tu grandis et que tu te souviens. Puis c'est ça qui crée les plus grandes fiertés et les plus grandes découvertes aussi. C'est comme dire, les aspirations, les goûts, les rêves, ça change dans la vie, ça. Pas peut-être. C'est sûr que ça change dans la vie. Là. Pour tout le monde. Tu n'as pas les mêmes goûts, envie, désir, aspiration que quand tu avais 7 ans. Là. C'est impossible. Là. Mais ça va être non-stop jusqu'au bout. Là. Jusqu'à temps que tu meurs, ça va être de même. Tu n'auras pas les mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mêmes désirs quand tu vas avoir 85 ans que là, qu'aujourd'hui. Pas peut-être, c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est de même pour tout le monde. Là. Puis quand tu le sens, ben là, nous autres, on essaie d'expliquer. On comprend pas. Puis premièrement, on a moi, je suis tout le temps impressionné de ça, à quel point on n'a pas la bonne perception du changement et de ce processus-là d'évolution. Là. Parce que, par exemple, nous autres, on appelle ça dans toute la francophonie, pas juste au Québec, là, on appelle ça la crise de la quarantaine. Mm-hmm. On s'entend qu'il n'y a aucun positivisme à rattacher au mot crise. Là. Il n'y a rien de bien dans une crise. Un pays en crise, c'est un pays en guerre. Une crise cardiaque, c'est une crise cardiaque. Tu ne veux pas une crise dans la vie. Ce n'est pas souhaitable. Mais nous, on appelle ça la crise de... Moi, ça, j'en reviens pas. Là. Pour moi, c'est le tremplin de la quarantaine. Enfin, le zombie se réveille de la quarantaine. C'est l'éveil de... Appelle ça comme tu veux. Là. La personne se réveille. Là. Elle allume, puis elle se dit, OK, je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde tout le temps. Puis la vie, c'est pas juste de travailler des REER, des assurances, puis la retraite. C'est pas juste ça. Là. Fait que, moi, c'est positif, le changement. C'est évolue, tu grandis, tu progresses. Moi, quelqu'un que les autres qualifient en crise de la quarantaine, ben moi, je trouve ça fantastique. Tu n'es pas en crise, tu es en tremplin de la quarantaine. Là. Fait que ça, c'est juste une switch. Là. C'est une switch dans le cerveau. Là. On dit, il se passe la même affaire. Toi, tu appelles ça une crise, moi, j'appelle ça un tremplin. Fait que si tu décides que c'est un tremplin, tu vas savoir qu'automatiquement, ça va être difficile, puis que c'est normal. Puis si tu te rends jusqu'au point de bascule, quand tu vas vouloir abandonner, voici ce qui va arriver après. Puis moi, j'ai des milliers d'exemples. Je ne suis pas une exception. Là. Tout le monde vit ça. Là. Ils ne s'en rendent même pas compte. Là. Mais tout le monde doit affronter le changement. Que ce soit un individu, une petite entreprise ou une grande industrie, si tu résistes au changement, tu creves, tu meurs. Puis c'est pas peut-être, là, c'est sûr. Là. Ceux qui ne sont pas adaptés à Internet sont probablement tous morts. Là. Et ça, il faut que tu saches que ça va arriver. C'est pas la vie qui t'en veut, là. C'est pas un message, c'est ça la vie. C'est normal. Fait qu'attends-toi à ça tout le temps. Donc quand ça va arriver, tu ne diras pas je suis une victime, la vie est contre moi, mon Dieu que je fais pitié. Non, c'est ça la vie. Là. Fait que serre-toi-en pour progresser, pour avancer, pour évoluer. Ça va être difficile, tout le temps. Tu vas douter, mais quand tu vas passer le point de bascule, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse, puis même que je ne reviendrai jamais en arrière. Toutes les industries qui se sont, par exemple, adaptées à Internet ne viendraient maintenant que tu es capable d'envoyer un courriel, tu ne reviendrais pas au fax. Exactement. Mais ça faisait chier au début. L'informatique, ça écœurait tout le monde, là, un peu, à moins d'être passionné par l'informatique. C'est pas le fun, c'est inconfortable, c'est difficile, mais après un bout de temps, tu te rends compte, OK, Colin, je suis capable de faire ça, d'envoyer des courriels, puis d'aller sur Internet, puis je ne reviendrai pas au fax. Mais c'est tout le temps la même affaire, ça. À petite échelle comme à grande échelle, tu le sens. Les entreprises le savent aussi souvent, que le marché est en train de changer, puis ils n'ont pas le choix. Mais soit que tu résistes le plus longtemps possible, puis que ça va coûter beaucoup plus cher, c'est soit que tu le fais tout de suite, puis que tous tes employés sont bien conscients que ça va être difficile, inconfortable, mais quand le point de bascule va être passé, vous ne voudrez jamais revenir en arrière. Ben, c'est la même chose. Un individu, une entreprise, une société, une industrie, peu importe, c'est le changement. Fait que si tu penses que le changement, c'est mal, que ce n'est pas souhaitable, c'est de valeur, là, mais la vie s'en fout. Tu sois d'accord ou non, là, la Terre, elle va tourner pareil. Puis le changement, c'est sûr qu'il va arriver. On s'en fout de ton opinion. Là. C'est soit que tu es une victime, c'est soit que tu es proactif et tu sais à quoi ça sert. Puis tu le vois déjà venir d'avance. Je ne sais pas qui l'avait écrit, là, mais il disait, cette personne-là était sage. Il disait, il y a juste une chose qui ne changera jamais dans la vie, c'est qu'il y aura toujours du changement. Absolument. On l'entend tout le temps, mais je reviens encore à ça, on n'est pas si intelligent que ça.
sais, on l'entend tout le temps, ça. Tout à fait. Mais on n'est même pas capable de le L'appliquer, vivre pour de vrai, puis de l'appliquer en se disant, ben, c'est normal, puis je pleurerai pas sur mon sort, c'est la vie normale, puis c'est ça. Mais tu sais, on fait pitié par rapport au changement. Là. C'est difficile dans notre petite tête là, de se dire, oh, là, faut pas faire les choses de la même façon, faut sortir de notre zone, faut affronter l'inconnu, oh, c'est risqué, mais... Il y en a qui ont l'argument messu là, pour dire, par exemple, toi, tu veux faire un projet, réaliser quelque chose dans la vie, n'importe quoi. Il y en a qui sont bien sérieux et disent « Ouais, mais c'est risqué. » Ben oui, mais c'est parce que ça, c'est la vie, ça. Sinon, tu ne serais jamais sorti de l'utérus, mon ami. Là. Parce que ça, c'était pas mal plus risqué. Et tu es sorti pareil, la vie s'en fout. Que ça te tente ou non, tu sors. Mais c'est la même chose, ça. Ça a l'air ridicule ce que je disais, mais dans l'utérus, c'est en même enfant. S'il avait fallu que, quand on était dans le ventre de notre mère, la vie nous demande, OK, Daniel, soit rationnel, soit cérébral, réfléchi, parce que c'est important d'être cérébral dans la vie, là. Soit bien raisonnable surtout. OK, analyse le pour et le contre. Là. Ça te tente-tu de sortir d'ici, oui ou non? Vas-y, il n'y a pas personne qui serait sorti de là. La sécurité, quelqu'un d'intelligent, raisonnable, rationnel, là, dans l'utérus, ne sort pas de là. Qu'est-ce qui serait arrivé? On serait tous passés à côté de notre vie. Puis deuxièmement, on serait mort. Pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça, c'est le même pour le reste de la vie. Ça. C'est la même affaire. Mais la vie, elle s'en fout. Elle ne te pose pas la question, ça te tente-tu ou non? Ça se passe. T'embarques-tu ou t'embarques-tu pas? Tu t'en sors-tu comme tremplin ou tu développes des symptômes psychologiques, physiques? Tu vas te mettre à mal dormir. Tu vas faire de l'eczéma, tu vas te mettre à boire, ou whatever, n'importe quoi. Là. Parce que tu vas résister au changement. Tu ne voudras pas, ça va te faire peur. Parce que tu penses que c'est pas normal, mais c'est normal. Okay. Donc toi, c'est indissociable. Tu penses même que cette résistance-là vient se déposer dans le corps puis qu'elle peut nous c'est faire sûr, sortir des quand tu résistes, tu t'éteins. Puis quelqu'un qui s'éteint ne peut pas ne pas développer quelque chose de pas souhaitable. Tu l'as effleuré un peu tantôt. Toi, tu disais que ça t'était arrivé. Ben moi, par exemple, à un moment donné, à 28 ans, je sentais que j'étais dû pour un changement dans ma vie. Je voulais plus être producteur de disques. Ça m'intéressait plus, ça m'emballait plus. Mais j'avais aucune bonne raison rationnelle cérébrale là, pour penser ça. Là. Mais je le sentais. Puis je me voyais plus à Montréal. Ça m'enthousiasmait plus pantoute. Mais à 28 ans, moi, je pensais que j'avais compris que dans la vie, quand j'étais jeune, que tu étudies dans ce que tu as étudié, tu commences à travailler là-dedans. Après ça, il y a un trou noir, il y a un blackout de 40 ans. Après, il n'y a pas de changement. Théoriquement, il n'est pas supposé d'en avoir. Là. C'est la retraite et la mort. Ça, c'est les deux gros changements après ça. Là. Moi, je pensais ça. Fait que moi, à 28 ans, ça allait bien. J'étais producteur de disques pour des grandes vedettes. Donc, Kevin Parent venait de vendre 800 000 copies des 2 premiers albums. Mais je sentais que je commençais à m'éteindre. J'avais fait le tour, been there, done that, ça ne m'enthousiasme plus, j'en parle plus au monde, ça ne m'excite plus, je ne veux plus me spécialiser tant que ça. Ben, ça ne m'intéresse plus. Mais à 28 ans, je résistais. Moi, je pensais que j'allais rester à Montréal toute ma vie, parce que dans la vie, si tu n'as pas de bonne raison rationnelle pour faire un changement, tu ne le fais pas. Là. Ouais. Mais, donc, moi, à un moment donné, je me suis mis à mal dormir, puis même qu'à un moment donné, je pensais que je faisais de l'asthme. Moi, je respirais mal. J'étais allé voir le médecin, puis j'ai dit... Moi, je dois faire de l'asthme, là, je respire mal. Il ne m'a pas demandé ça va-tu bien dans ta vie. Il ne m'a pas demandé es-tu en train de t'éteindre. Il m'a prescrit une pompe à asthme. Et moi, là, tout d'un coup, je pensais que j'avais attrapé un virus pogné dans l'air, par hasard, qui s'appelle l'asthme. Tellement que je jouais au hockey. Moi, je jouais encore au hockey, mais je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc, au cas où que je fasse une crise d'asthme, ça à glace. Parce que moi, je devenais asthmatique. Là. Moi, je n'avais pas fait de lien entre certains, mais je m'éteignais. Moi, c'est pas compliqué, je le sais aujourd'hui, j'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Là. J'en fais pas aujourd'hui. Je joue pas au hockey qu'une pompe à asthme. J'ai réalisé que dans le temps, je m'éteignais, puis je résistais au changement. Et c'est ça. Fait que moi, je l'ai vécu, ça. Je le sais que je fais pas d'asthme aujourd'hui, mais dans le temps, je pensais que tout d'un coup, par hasard, j'avais pas fait de lien, moi. Mais il y en avait un gros de même lien. Mais le médecin, il m'a pas demandé, il m'a pas parlé de ça. Là. Fait que, on n'est pas si intelligent que ça encore. Puis ça, c'est un médecin. C'est pas parce que t'es médecin que t'es hyper intelligent. C'est bien beau être cérébral, rationnel, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que ça. Là. Puis je dis pas que tous les médecins sont cons. C'est pas ça que je dis. Là. Peut-être que je suis tombé sur un qui ne voyait pas plus loin que... Je pensais que le physique, c'est le physique, puis le psychologique, ça n'a pas de rapport. Ouais, puis qui était dans une réalité aussi... on en passe un après l'autre, puis oui, mais ça va vite. Faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Il y en a que moi, c'était l'asthme.
Moi, mon point faible, quand ça va bien, ça me pogne les poumons. Il y en a, c'est l'eczéma, il y en a, c'est le mal de dos, mal de tête, Ouais. mal dans les intestins, whatever. J'en vois je ne suis pas médecin, mais c'est du gros bon sens. On en voit tous des centaines autour de nous de ça. Là. Des symptômes qui deviennent physiques. Quelqu'un qui me disait, est-ce que le corps, ce que tu n'exprimes pas, le corps l'imprime. Hein, il y a quelque Probablement, chose là-dedans. je Là, ne suis pas un spécialiste de ça, ouais. mais il y a quand même du gros bon sens là-dedans. Fait que je l'ai vécu moi-même. Fait que je peux parler de ça. Là. Puis tu me disais tantôt que tu as toujours été un peu comme ça. Puis je connais ton histoire de base quand tu me dis qu'un jour, tu étais rendu Donald K. Donald, tu as fait une belle 28 ans de carrière Ça allait bien, exceptionnelle, ça allait très cool. bien. Ouais. Mais pour y arriver, je te ramène dans le temps. Ouais. Tu avais pris encore là une décision qui défiait toute Une décision intuitive, là, c'était du ressenti. Moi, j'étais revenu de ma tournée mondiale de 1 an dans le monde, puis là, j'étais revenu dans ma fosse, dans mon trou, c'est-à-dire dans le sous-sol chez mes parents, l'ancienne Norite, ici à côté, et à Québec. Et là, moi, je m'obstinais à rester à Québec, parce que moi, Québec, c'est confortable. Puis mon rêve, moi, il était à Montréal. C'était de travailler pour Donald, qui était mon idole. Donald K. Donald, le plus grand producteur de shows internationaux à l'époque. Mais moi, je résistais au changement, je voulais pas ça. Mais mon rêve était là, je le sentais que c'était là, mais en même temps, je voulais pas, ça me faisait peur à Montréal. Moi, je trouvais ça gros. Pour quelqu'un de Montréal, c'est peut-être New York, moi, c'était Montréal. Et là, je m'obstinais, là, je tournais dans mon trou, dans ma fosse, puis je voulais rester à Québec, parce que ça me fait peur. Mon rêve est là-bas, mais ça me fait peur, c'est inconfortable. Puis à un moment donné, ma blonde, elle me dit, la même blonde que j'ai encore aujourd'hui, elle me dit un jeudi soir, parce qu'elle le savait, là, elle voyait bien c'était quoi mon rêve. Là. Elle dit, ça serait peut-être le temps, là, que tu déménages à Montréal. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, le plus dur dans la vie, c'est d'assumer ça. Ouais. C'est ce que j'appelle mes bulles. L'affaire que quand tu y penses, tu dis, ça serait incroyable, fantastique, trop beau pour être vrai. Là. La première affaire, c'est de l'assumer, ça, que ça se peut. Si tu marches vers là, bien des chances, ça marche. Fait que tout de suite, à moi de ça, le lendemain matin, je prenais mon char, mon oreiller, mon ordinateur, quelques vêtements. Puis je suis déménagé le matin même, le lendemain matin à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, j'avais aucune idée de ce que j'allais coucher le soir même. J'avais pas de job, j'avais pas rien. J'avais une connaissance dans toute la région de Montréal. Puis là, je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire, c'est que je dors dans mon char à soir. Le pire, c'est que je dors dans mon char à soir puis demain. Puis mettons que c'est bien grave comme décision, c'est bien con, là, puis ça marche pas. Là. Au pire, je me laisse aller dans le courant. Là. La vie va me ramener dans mon trou, dans ma fosse. C'est le pire qui arrive, ça. Va me ramener dans le sous-sol chez mes parents à Québec. C'est jamais si pire que ça. Même si on pense que c'est très grave comme décision, c'est jamais si grave que ça. C'est facile de revenir en arrière. Tout le temps facile. Tu ne meurs pas de ça. J'ai jamais vu personne mourir de ça. Et en tout cas, j'étais arrivé à Montréal, puis j'appelle la connaissance que j'avais. Je dis, Jean-Denis, as-tu une place à coucher à soir? Moi, je suis déménagé à Montréal, je suis là. Il dit non. Fait qu'il me trouve une chaise de patio en plastique blanc. En arrière d'un divan, dans un salon de 2 gars que je connaissais pas sur Côte-des-Neiges à Montréal. Puis moi, j'étais à la gare. Je voulais travailler pour Donald. C'était mon idole, c'est là que je m'en allais. J'avais le couteau entre les dents, puis c'est là que j'allais. Mais une fois qu'il m'a dit non, ben là, j'ai appliqué dans toute l'industrie. Puis là, ça a pris des semaines, des mois. Personne ne voulait m'engager. Puis c'était bien normal, j'avais pas d'expérience. Personne ne me connaissait, pas de contact, rien. Fait que là, je commençais à douter. Après je me suis ramassé à travailler chez Canadair, dans l'entrepôt d'avions à Ville-Saint-Laurent. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je suis rendu à Montréal. Je veux pas mon rêve, c'était pas de vivre à Montréal, mais mon rêve, c'était pas de travailler chez Canadair non plus. Moi, c'était non. Puis pendant plusieurs semaines, puis là, je commençais à douter. Je me suis dit, vois-tu le con, qu'est-ce que ça donne de suivre tes bulles ou tes inspirations? Tu es dans la marde. Tu as besoin d'argent, c'est plate, tu n'es pas à bonne place pendant tout. À un moment donné, tu perds le focus dans la vie sur ce que tu veux. Mm-hmm. Je l'ai réalisé, je me suis donné 2-3 claques d'en face dans ma tête. Puis j'ai rappelé chez Donald. J'ai dit, écoutez, je sais, vous ne voulez pas m'engager, il n'y a pas de poste. Bien correct. C'est pas pour ça que j'appelle. Il y a sûrement la compagnie est à toi, là. Les profits, c'est dans tes poches. Il y a plein de jobs plates que tu sais qu'il faut que ça se fasse, personne ne les fait. Remettre à plus tard, procrastine, peu importe. Tout ça, moi, je vais faire. Ces jobs plates-là, c'est pas un stage que je te demande. Il n'y a pas un directeur de stage qui va t'appeler. Je te soucierai pas 2 minutes d'énergie si tu me payes pas. Puis si ça ne marche pas, là, tu me sacs à la porte 30 secondes après, je suis plus là. Tu veux-tu? Il a fait, je me souviens encore du téléphone, ça a fait oui, Mathieu, mets-toi à sa place. Là. Ben oui. Il n'y avait aucune bonne raison pour me dire non. Il n'y avait aucun risque, il n'y avait rien. Donc, il me dit, viens. Fait que moi, je passais du jeudi au lundi matin. Moi, je rentrais dans le bureau chez Donald, je prenais l'ascenseur, puis j'avais l'impression de monter au paradis. Je capotais, juste d'être dans le même édifice que lui. Ça être
être sur son X. Tu es à la bonne place. Quand tu tripes tant que ça, là, OK. moi, je Il y avait de quoi, capotais. là. Puis, en tout cas, je suis tombé dans la plus belle période de cette compagnie-là. J'ai eu plein de responsabilités. La compagnie a explosé. Kevin Parent a explosé. Plein de vedettes ont explosé que personne ne connaissait à l'époque. C'était Donald qui produisait. Moi, je travaillais pour lui. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Une très, très belle période. Mais j'étais vraiment sur mon X. Mais à un moment donné, comme je te dis, tu peux être sur ton X, mais la Terre tourne. La Terre tourne, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que ton X, quand tu étais dessus, à un moment donné, il est rendu à côté. Il est rendu là. Puis ça implique de se remettre dessus. OK. Ça implique un changement, une sortie de zone de confort. Et je l'ai fait à 28 ans. Sur un autre coup de forte intuition, d'inspiration, du ressenti, parce que à la fin de ma période à Montréal, moi, je pensais que j'allais vivre à Montréal toute ma vie, rester producteur de disques toute ma vie. Moi, ma blonde avait sa permanence comme prof à Laval, elle était venue me rejoindre. On avait un bébé de 6 mois, puis à un moment donné, j'ai dit hey, en fin de semaine, on va juste. Ça faisait 2 ans qu'on checkait pour acheter une maison dans la région de Montréal. Puis ça ne marchait pas. Pas de coup de foudre, pas de coup de cœur, on ne se sentait pas, jamais. Puis à un moment donné, je dis en fin de semaine, en allant voir nos parents, parce que les deux, on est de Québec, on fait juste semblant qu'on visite des maisons. On va visiter des maisons, on fait semblant qu'on pense revenir à Québec, mais c'est pas vrai. C'est juste pour comparer des prix. Fait qu'on appelle une agente d'immeuble qui nous prévoit 5 maisons à Lac-Beauport, cette fin de semaine-là, ce samedi-là. Et on est rentré dans la première maison prévue. Elle a ouvert la porte du salon. Puis là, ça a fait... quand on est rentré, moi et ma blonde en même temps, ça a fait... C'est quand ça vibre. Là, on savait que ça, moi c'était un salon, là, cette maison-là, on savait que c'était notre maison. Mais là, on ne s'était jamais parlé que peut-être un jour, on pourrait revenir vivre à Québec. Parce que moi, j'étais producteur de disques. Elle avait sa permanence. C'est très difficile d'avoir une permanence comme prof de maths dans une commission scolaire. Elle l'avait jeune. On avait un bébé, toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça, mais là, on sentait ça tout le temps du ressenti. C'est pas du cérébral, on n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. Là. Mais c'était du ressenti. Et quand je dis que moi, maintenant, je marche vers là. Moi, mes bulles, mes vibrations, intuition forte, là, je marche tout de suite vers là, même si je ne comprends pas, parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Fait que je l'ai fait et le jour même, j'ai fait une offre d'achat sur la maison. Elle a été acceptée parce qu'on était prêt à rentrer dans la maison dans 30 jours, dans un mois. Pas dans 6 mois, on va le temps de se revirer de bord. Fait que 30 jours plus tard, avoir été rationnel, cérébral, raisonnable, avoir pesé la liste du pour et du contre. Quelqu'un d'intelligent n'aurait jamais fait une offre d'achat sur la maison. Mais ça, mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui... C'est une de mes meilleures décisions à vie. Personnelle, professionnelle. Ouais. Il y en a que c'est juste le cash. Là. L'argument, si c'est payant, c'est une très bonne décision. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Yes. Parce que on le sait aujourd'hui avec tout ce que ça t'a amené. Moi, ça fait 16 ans que j'habite dans cette maison-là encore, puis je capote de rester encore là. Je suis dans ma maison, je suis dans ma ville. Tout ce qui a suivi après, ça s'est très bien déroulé. Mais sur le coup, quand tu suis ça, t'as peur, tu comprends pas. C'est fou. C'est souvent fou, mais c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Là. Je te pose une dernière question. Oui. Quand tu vas être rendu à la dernière journée, on a une vie, on l'a fait, la tienne a plein de rebondissements. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent? Quelle légende tu aimerais que les gens racontent de Daniel Blouin? Moi, si les gens pensent ça, une leçon, en tout cas, une leçon que moi j'ai appris, ça fait partie de ma révélation, là, c'est que faut pas suivre tant que ça le cérébral, le rationnel et le raisonnable. Oui, c'est le fun un peu, là. Ça sert à quoi, là? Ça sert à quoi? Je dis pas que c'est complètement inutile, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a beaucoup plus que ça. Puis quand on suit notre intuition, notre ressenti, ça c'est notre subconscient qui parle. Le subconscient est pas mal plus puissant que notre cérébral. Fait que si tu suis ça, tu ne comprendras pas, tu vas avoir peur, mais fais ça, marche vers là, puis tu pourrais être très surpris. Moi, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'aimerais laisser comme legs à mes enfants, n'importe qui. Là. Je l'ai trop vécu souvent pour pas savoir maintenant que c'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que tu veux léguer. C'est ce que je veux que les gens retiennent, idéalement. Excellent. Et qu'ils achètent mon livre aussi. Oui, mes deux livres. Les deux. Hein? pas les mais un, puis un après l'autre. Pour les lire les deux. Se lise bien en passant. Retenez ça. Retenez ça. Et sinon, danielblouin.com. J'ai plein d'exemples, j'ai plein de témoignages, des entrevues. Je donne des bonus gratuits, les 5 mauvaises raisons pour effectuer un changement. Donc, tout est là. danielblouin.com. Facebook, tu es là aussi, tu es présent. Partout, LinkedIn, tout ça. Merci. Ça fait plaisir, mon cher. Infiniment. Ça fait plaisir. Bien fin. Bye.
Wow, avec tout ce qu'on a entendu là, Daniel Blouin, c'est l'exemple parfait de celui qui a sorti de sa zone de confort puis qui a suivi son instinct pour être heureux, épanoui, être la meilleure version de lui-même. J'espère que ça vous inspire, vous aussi, à vivre votre légende pour attirer le bonheur.